Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année du séminaire. Durant ces 3 rencontres, nous allons nous consacrer à la dépression. La rencontre de ce soir, celle du mardi 27 mars et celle du mardi 15 mai. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous travaillent régulièrement et avec beaucoup de professionnalisme auprès des patients déprimés. Je souhaite vivement que le séminaire de cette année vous soit utile pour améliorer encore votre manière de penser la dépression, d'écouter le patient dépressif et surtout de savoir lui parler. Vous savez, c'est toujours le même désir qui m'anime. Chaque fois que je prépare une conférence, chaque fois que je prépare une intervention, chaque fois que je vous parle, je n'ai qu'une seule intention, l'intention de vous influencer. Oui, un enseignement, c'est cela, une influence, un ascendant fécond. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est aussi créer chez l'élève la disposition d'esprit la plus adaptée à la pratique qui est la sienne. On n'apprend pas la psychanalyse, on apprend à psychanalyser. Je suis convaincu qu'un enseignant, quel que soit son domaine, doit être un fabricant des possibles, doit sentir les potentiels d'épanouissement de son élève et le galvaniser. Ce soir, nous allons procéder de la façon suivante. J'ai énormément à vous dire. Tout à l'heure, en repassant la conférence, je me demandais où je vais couper la conférence. Parce qu'il y a tellement qu'il faut que je coupe à la bonne moment. Et je pensais aux séries de maintenant qu'on voit la télé. Ce qui est parfait, c'est qu'ils savent couper au bon moment. Eh bien, moi aussi, je voudrais savoir couper au bon moment. Ce n'est pas sûr que je vais réussir, mais nous allons voir. Vous me direz. En tout cas, je vais vous présenter ma conférence pendant 1 heure et ensuite, je vais à la fin vous distribuer un tableau comparatif entre la tristesse normale et la tristesse dépressive. Après d'avoir commenté ce tableau, si nous avons du temps, je répondrai à vos remarques et questions, que je le souhaite vivement. Concernant le programme des 2 prochaines rencontres, le 2e mardi du séminaire, le mardi 27 mars, nous allons donc conclure la conférence de ce soir. Si je n'ai pas terminé, je pense que je ne pourrai pas terminer. Et puis, nous verrons comment ça s'organise. Nous allons projeter le film d'une interview intitulée « La psychanalyse peut-elle guérir la dépression ?» Dans cette interview, inédite en France, je réponds aux questions du docteur Alain Gérard, psychiatre et ami, qui a énormément approfondi la question de la dépression dans de nombreux ouvrages. Je salue sa présence parmi nous ce soir, ainsi que celle de son épouse Brigitte Remy, qui elle aussi a beaucoup travaillé sur le thème de la dépression. Donc, mardi 27 mars, c'est loin, mais c'est comme ça, le problème du temps s'est imposé à moi, pour vous proposer mardi 27 mars, poursuite
de ma conférence de ce soir est projection d'un film suivi d'un échange où nous allons nous immerger plus profondément encore dans l'univers dépressif. Lors de la 3e leçon, au mois de mai, je vous parlerai alors carrément du traitement de la dépression, c'est-à-dire de la conduite à tenir pour les psychanalystes pour soulager le patient de sa souffrance dépressive. Mais tout d'abord, demandons-nous, qu'est-ce que la dépression? Si nous répondons de façon classique, si vous allez à n'importe quel livre, ou même livre pour les professionnels, ou même un livre de diffusion pour tout public, eh bien, la définition de la dépression, c'est simplement que la dépression est un trouble de l'humeur. Cependant, nous ne pouvons pas, nous analystes, nous contenter d'une formule aussi générale. Je préfère affirmer dès maintenant que la dépression est plus qu'un trouble de l'humeur. C'est la rupture d'un équilibre affectif qui était déjà précaire. Déjà précaire, c'est très important cet ajout. Déjà précaire. La dépression est le basculement d'un état émotionnel déjà précaire, déjà fragile, dans un état émotionnel franchement malade. C'est le basculement. Alors là, je le traduis dans une autre terminologie. C'est le basculement d'une illusion infantile de toute puissance dans une désillusion amère et douloureuse. Nous verrons ainsi que pour nous, la dépression est finalement une pathologie de la désillusion. Vous allez voir, j'ai plusieurs définitions de la dépression suivant le développement de notre conférence. Pour le moment, basculement d'un état émotionnel déjà fragile dans un état émotionnel franchement malade, première définition. Deuxième, basculement d'une illusion infantile de toute puissance dans une désillusion amère et douloureuse. Et enfin, je ramasse cette formule en disant la dépression est une pathologie de la désillusion. Un tel basculement entre illusion et désillusion est le plus souvent provoqué par un choc émotionnel. Un choc quelquefois identifiable et d'autres fois difficile à identifier. En particulier quand il ne s'agit pas d'un unique choc. Ce n'est pas un seul choc, mais une multitude de micro-chocs émotionnels. Je précise tout de suite que je ne considère pas le choc émotionnel déclencheur d'une dépression comme un psychotraumatisme. Le choc émotionnel est une chose, le traumatisme, le psychotraumatisme est une autre. Je reviendrai, mais disons déjà que le psychotraumatisme a lieu dans l'enfance et c'est une atteinte intrapsychique. Tandis que le choc émotionnel a lieu à l'âge adulte et c'est la perte de la béquille qui compensait l'équilibre déjà précaire du premier état émotionnel.
Le choc émotionnel, donc, a lieu à l'âge adulte, et lui, ce n'est pas une atteinte intrapsychique à proprement parler, c'est le fait qu'on perd la béquille qui compensait le déséquilibre provoqué par le psychotraumatisme infantile. Vous me suivez jusqu'à là? Prenons une allégorie. Une chose, c'est la paralysie d'une jambe provoquée par une poliomyélite dans l'enfance. Une autre, c'est à l'âge adulte, la perte de la béquille qui compensait la paralysie et permettait au sujet de se déplacer. Une chose est l'atteinte d'une fonction, et c'est le psychotraumatisme. Une autre, c'est la perte de la béquille, la perte de la prothèse. La perte qui compense l'équilibre. Et que si je perds la béquille, je me décompense. Et je chute. Et ça, c'est le choc émotionnel. Donc, psychotraumatisme dans l'enfance, et c'est une atteinte. Le choc émotionnel, c'est souvent à l'âge adulte, et c'est une décompensation. C'est-à-dire, ce qui compensait l'équilibre précaire, c'est perd, cet élément-là, on le perd, et l'équilibre se perd, et la personne chute. Chute en dépression. À propos de la comparaison que j'ai fait là entre psychotraumatisme et choc émotionnel, remarquons que dans les deux cas, l'impact sur les sujets peut se produire soit en une seule fois, de manière massive et violente, soit en un nombre répété de fois, de manière pontiforme et imperceptible. Ce concept de micro-impact que je vous propose, de micro-choc émotionnel que je vous propose, ou de micro-traumatisme que je vous propose, j'ai dû le forger pour répondre aux problèmes que nous rencontrons devant certains patients lorsque nous n'arrivons pas à repérer précisément quel a été l'incident psychotraumatique ou quel a été le choc émotionnel. J'ai fini par m'apercevoir au fil des ans de pratique que le même effet post-traumatique pouvait être provoqué par une seule effraction ayant lieu en un instant ou par plusieurs petites effractions qui se répartissent sur une période donnée de la vie du patient. C'est très intéressant, et je m'adresse aux cliniciens, c'est très intéressant que quand vous ne... C'est la moitié des patients, ils disent, mais non, mon enfant, ça s'est très bien passé, hein. Et je n'ai rien eu dont je me rappelle. Mais quand vous approfondissez la relation avec la mère, quand vous approfondissez la relation du sujet avec le frère aîné, par exemple, vous découvrez qu'il n'y avait pas psychotraumatisme ou choc émotionnel, mais il y avait un état qui dure, des petites, comme des gouttes qui tombent sur le crâne, comme la torture de la goutte sur le crâne. Et il y a des enfants qui subissent cet état traumatisant progressif. C'est pour ça que quand on travaille avec des patients, il faut toujours demander les détails de la relation avec les proches, ou avec parfois les voisins, ou avec les personnes qui entourent le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la dépression, basculement. 2,
choc émotionnel. 3. Il y a un psychotraumatisme avant dans l'enfance. Cela étant dit, mis à part la causalité du choc émotionnel, j'ajoute que la dépression résulte également d'un dérèglement neurochimique de la transmission de l'influx nerveux entre neurones. En ce moment où je vous parle, 2017, nous ne savons pas si le dérèglement neurochimique dans le cerveau a été occasionné par un choc émotionnel ou si à l'inverse, c'est le dérèglement neurochimique qui, ayant fragilisé le moi, a facilité la survenue d'un choc émotionnel. En revanche, nous savons très bien, et c'est surprenant, que la transmission de l'influx nerveux est rétablie non seulement grâce à l'action des antidépresseurs, mais aussi, et ce sont les neuroscientifiques eux-mêmes qui l'affirment, la transmission est rétablie grâce à l'action d'un intense échange entre patients et thérapeutes. Un échange régulier, affectif et révélateur de l'origine inconsciente de la tristesse dépressive. Cette affirmation étonnante, moi-même quand je l'ai lue, je me suis surpris que les propres neuroscientifiques le disent. Cette affirmation, selon laquelle la relation psychothérapeutique peut réduire la dépression, rejoint l'étonnement que j'éprouve moi-même chaque fois que je constate que l'analyse que j'ai conduite a amené mon patient à réduire considérablement sa souffrance. S'il m'arrive souvent de comprendre pourquoi une psychanalyse rate, je n'arrive pas toujours à expliquer pourquoi une psychanalyse réussit. Comme mon patient va mieux, je me demande immanquablement, et c'est vrai, hein, c'est immanquable, que s'est-il passé pour que son état se soit amélioré? Cependant, mon dernier livre, Oui, la psychanalyse guérit, est une tentative de répondre à cette question et d'approcher au plus près l'indicible mystère de l'expérience positive d'une analyse. Mais reprenons notre fil. Outre ma première définition de la dépression comme une pathologie de la désillusion, nous pouvons maintenant la définir plus en détail, selon deux points de vue différents et complémentaires. Un point de vue descriptif, qui envisage la dépression comme un syndrome. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes observables. Eh bien, la dépression est un syndrome, mais dans ces points de vue descriptifs, on ne tient pas compte des causes qui la provoquent. Et puis, nous avons à l'opposé le point de vue psychanalytique qui définit la dépression justement d'après les causes qui la provoquent et les mécanismes inconscients qui l'expliquent. Nous allons considérer rapidement le point de vue descriptif et nous viendrons ensuite à ma propre interprétation psychanalytique du phénomène dépressif dont je viens déjà de poser les premiers jalons en vous parlant de pathologie de la désillusion. Déjà, en vous parlant, en disant
pathologie de la désillusion, je suis déjà dans le point de vue psychanalytique. Cependant, je voudrais, avant de venir au point de vue descriptif, je voudrais aller encore plus loin et vous soumettre d'ores et déjà ma propre hypothèse. Cette hypothèse, je vous l'ai dit, n'est pas le résultat de la seule élaboration théorique. Elle a été façonnée dans le creuset de la pratique quotidienne avec mes analysants. Ce sont mes analysants, ce sont eux, essentiellement, qui m'ont appris à penser la dépression dans les termes que je vais vous proposer. Pour nous, analystes, la dépression n'est pas une entité en soi. C'est le symptôme d'une autre entité que nous appelons névrose. Disons-le plus rigoureusement. La dépression, c'est une des premières définitions. La dépression est l'état, c'est un état qui s'installe après un choc émotionnel ayant décompensé une névrose. Les chocs émotionnels décompensent la névrose. Le choc émotionnel signifie que la béquille se perd et le sujet tombe. Donc, le choc émotionnel décompose la névrose, rend l'équilibre instable inhérent à toute névrose. C'est ce que j'appelle une décompensation névrotique. Si on a le temps, je vais essayer de manière plus précise de définir qu'est-ce que la névrose et qu'est-ce que la décompensation névrotique. Mais pour le moment, laissez-moi suivre, vous me suivez sans avoir les définitions précises. Considérez que la dépression est l'expression d'une décompensation névrotique. Considérez que la dépression est la chute de la perte d'une prothèse, implique que l'action du clinicien doit se concentrer surtout sur le processus névrotique lui-même et sur la rupture de son équilibre. Si vous soulagez le patient de sa névrose, vous le soulagerez automatiquement de sa dépression. Pour illustrer cette action d'un thérapeute qui ramène la dépression à la névrose, je vous présenterai lors d'une prochaine leçon, peut-être que ça sera la prochaine fois ou la troisième, le cas clinique de Laurent, dans lequel vous verrez comment je procède lors du premier entretien avec un patient déprimé. Mais disons, en abrégé, que pour nous, la dépression est la manifestation d'une névrose qui s'est décompensée ou qui se décompense. De la même manière qu'un accès de fièvre est la manifestation d'une bronchite qui s'est aggravée. Parler d'un patient dépressif sans penser qu'il s'agit d'un névrosé qui s'est effondré, c'est comme si nous parlions d'un patient fiévreux sans penser à l'infection qui a provoqué la fièvre. D'après moi, la dépression est une fièvre, et la fièvre, la névrose et la maladie. Cependant, je n'oublie pas que de la même manière qu'il existe des patients souffrant des accès répétés d'une fièvre chronique, et ça existe en médecine, il existe aussi des patients souffrant d'accès répétés d'une dépression chronique difficile à traiter. Ces patients, ces derniers patients qui présentent
une pathologie récurrente, ces patients souffrent de ce que nous appelons une dépression chronique. Alors, dépression chronique, on peut la comprendre de deux manières. Dépression chronique, soit parce que les épisodes dépressifs se répètent au long de la vie du sujet, ou dépression chronique, c'est parce qu'il y a un épisode dépressif, et là, l'épisode dépressif continue malgré les traitements. Et ça peut durer quelque temps, des années même. Mais pour parler globalement, disons que ces patients souffrant d'accès répétés d'une dépression chronique, je les appelle donc patients d'une dépression chronique. Nous avons donc d'une part des patients qui souffrent d'une dépression symptôme, appelons-la ainsi, et là nous devons nous occuper de la névrose sous-jacente qui s'est décompensée, et d'autre part des patients atteints d'un état dépressif chronique, et là aussi nous devons nous occuper de la névrose sous-jacente qui s'est effondrée, tout en sachant que pour ces patients, nous devons associer notre travail de psychanalyste à celui d'un collègue psychiatre prescripteur des psychotropes. Nous allons retrouver cette hypothèse que la névrose est la mère de la dépression et que la dépression est une pathologie de la désillusion. Mais je vous demande de garder cette idée à l'esprit tout au long des 3 leçons de ce séminaire. Cela étant, et avant de décrire le syndrome dépressif, je voudrais rappeler quelques considérations épidémiologiques. Des considérations que tout psychanalyste doit connaître lorsqu'il se trouve face à un patient dépressif. Le syndrome dépressif se présente le plus souvent sous la forme d'un épisode aigu qui dure entre 4 et 6 mois s'il n'est pas traité. 4 et 6 mois s'il n'est pas traité. Je voudrais bien le souligner. L'épisode dépressif cède spontanément au bout de 6 mois environ, sans médicaments. Cette résolution naturelle et spontanée est fréquemment ignorée par les patients, voire par les professionnels eux-mêmes. Bien sûr, la question qui surgit est alors pourquoi traiter la dépression si elle se résout d'elle-même? Pour 4 raisons évidentes. D'abord, pour éviter une souffrance inutile. 2, pour éviter la récidive. N'oublions pas que la dépression a une propension morbide à la récidive. Pour éviter le risque d'une tentative de suicide. Et au-delà, et pour moi c'est la raison la plus importante, qu'il faut traiter la dépression. Et au-delà, pour que le traitement analytique de l'épisode dépressif soit l'occasion pour les patients de prendre conscience que sa dépression est le point culminant d'une névrose dont les mécanismes de compensation ont failli, d'une névrose qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'analyser s'il n'était pas tombé en dépression. Comme si la dépression d'aujourd'hui était pour nos patients un appel à revenir à l'origine psychotraumatique de sa névrose prédépressive et à revivre leur histoire ou son histoire en analysant le choc émotionnel possible qui a eu lieu. Nous reviendrons au mois de mai sur les traitements de la dépression. Mais disons déjà que les seuls antidépresseurs ne suffisent pas. Encore faut-il accomplir le travail de conscientisation et de reviviscence émotionnelle pour traiter les racines infectées
de la névrose sous-jacente. Une autre remarque épidémiologique. L'épisode dépressif ne survient dans de nombreux cas qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Pour les autres cas, la dépression prend la forme clinique d'une suite d'épisodes dépressifs, je vous ai dit tout à l'heure, la dépression chronique, et s'installe dans la durée. Plus rarement, la dépression chronique sombre dans une psychose sévère qui s'appelle mélancolie. La mélancolie est une psychose. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est une psychose. La mélancolie a un tel retentissement romantique, littéraire, merveilleux, qu'on oublie que la mélancolie est avant tout une psychose grave. C'est un délire souvent, qui conduit très souvent au suicide. Quelquefois, la dépression chronique va adopter une autre forme. C'est des accès dépressifs graves qui alternent avec des accès maniaques dans la psychose bipolaire. Ça aussi, je dis exprès psychose bipolaire. Aujourd'hui, c'est motif des discussions entre les professionnels. Est-ce que la bipolarité, la maladie bipolaire, on peut parler des psychoses ou pas? Bien sûr, on distingue légère, modérée, sévère. Moi, je pense que la bipolarité, il faut toujours, comme un a priori, la penser comme une psychose. Ça mériterait beaucoup d'échanges, mais je préfère vous dire ma conviction. À propos des traitements médicamenteux des troubles dépressifs, notons qu'ils sont très efficaces pour alléger l'humeur dépressive lorsque les médicaments sont bien dispensés. Malheureusement, les prescriptions ne sont pas toujours adaptées. De nombreuses personnes souffrent de dépressions et ne sont pas traitées, alors que certains autres prennent des antidépresseurs sans être à proprement parler déprimés. Justement, quand dirons-nous qu'une personne est déprimée? Vous savez que le mot dépression, tout est dépression. Et il est souvent, quand il y a des patients qui viennent me consulter, et ils me disent, oui, j'ai une dépression que j'avais 18 ans. Une dépression à 18 ans, pour moi, c'est 80%, disons pas 100%, 70%, ça a été une bouffée délirante aiguë, ça a eu une situation grave, et ces mots dépression lui servent à la personne pour désigner un mot pour dire « j'étais déprimé ». Mais en fait, c'est une mauvaise dénomination. Et un bon clinicien sait qu'il ne doit pas se contenter avec le mot dépression dans la bouche du patient pour croire qu'il s'agit bel et bien d'une dépression. En général, c'est une erreur de la part du patient de nommer dépression. À la limite, c'est plus digne. Quand vous demandez, mais dites-moi, comment ça s'est passé, vous avez été hospitalisé? Mais dit, oui, j'étais hospitalisé très peu, hein. Un mois, pas plus. Et quel médicament vous avez eu? Oh, je ne me souviens pas très bien. Mais vous ne vous souvenez pas les médicaments que vous avez eus lors de l'hospitalisation pour cette dépression? Et quand vous cherchez bien, vous découvrez que ce sont des neuroleptiques majeurs pour traiter une psychose. Donc, pour les cliniciens, bien sûr, et pour nous tous, ne nous contentons pas du mot dépression. Quoique, bien sûr,
Ça, je m'adresse aux professionnels qui sont dans un cabinet, qui sont dans un hôpital et qui sont devant le patient qui vous parle. Mais dans la vie courante, ne tenez pas compte de ce que je dis. Dans la vie courante, vous laissez passer. Bien sûr. Moi, je laisse passer. On ne va pas dire non, c'est pas une dépression. Vous laissez, ça fait partie du vocabulaire d'aujourd'hui. Ça fait partie. Au lieu de dire j'étais pas très bien, j'étais déprimé, ben, c'est parfait. Venons-en donc au point de vue descriptif qui répond précisément à notre question. Être en dépression signifie que le patient présente un ensemble de signes cliniques caractérisés qu'un psychanalyste doit pouvoir identifier, fût-il non médecin. Je considère qu'un psychanalyste est avant tout un clinicien qui doit connaître les différents symptômes, qui doit connaître les divers traitements pharmacologiques et qui doit connaître les effets positifs et négatifs de ces traitements pharmacologiques chez le patient qui est suivi médicalement. Je trouve, vous savez, combien j'insiste, les professionnels qui n'est pas médecin doit être mieux qu'un médecin pour dialoguer avec un psychiatre et savoir les termes que le psychiatre va utiliser. Il faut que nous soyons, je dirais, dignes de l'échange avec un professionnel d'un autre domaine. C'est pour ça que j'insiste, il faut prendre son temps et connaître les différents médicaments habituels pour la dépression et les effets secondaires et les effets positifs. Enfin, connaître le domaine de la psychiatrie. Cependant, je viens de dire qu'un psychanalyste doit connaître, mais je me dépêche à vous dire que ces savoirs cliniques doivent être totalement oubliés, volontairement oubliés par l'analyste au moment de se concentrer pour écouter l'inconscient de son patient déprimé. Comme de tout autre patient d'ailleurs, il doit être concentré pour écouter l'inconscient de son patient avec son propre inconscient instrumental. Bien, quels sont donc les 9 signes cliniques du syndrome dépressif? J'ai mis 9, j'aurais pu mettre moins, mais ça me paraît 9, une bonne façon de caractériser ce syndrome. Notons qu'aucun des symptômes que je vais décliner ne suffit à lui seul pour affirmer que nous avons affaire à une dépression. Il est d'usage d'avertir que pour parler des troubles dépressifs, il faut au moins 5 symptômes flagrants et simultanés qui persistent pendant une période d'1 mois environ. Venons-en maintenant à l'énumération des symptômes caractéristiques d'une dépression. Assurément, la tristesse. La tristesse est l'affect dominant dans le vécu du patient déprimé. Mais attention, ici, il s'agit d'une tristesse bien différente de la tristesse normale. Nous avons tous éprouvé la tristesse normale, mais nous n'avons pas tous éprouvé la tristesse dépressive. La tristesse dépressive est souvent une tristesse insidieuse qui infiltre l'âme comme un brouillard malsain. D'autres fois, cette tristesse éclate comme un orage soudain. Mais quel que soit son mode d'apparition, la tristesse dépressive est toujours une tristesse anxieuse et chargée d'aigreur.
Ce n'est pas une tristesse sereine, mais tourmentée, amère et irritable. Il faut accepter l'idée que le déprimé se plaint et se fâche facilement. Il est susceptible, colérique et récriminateur. En fait, derrière sa tristesse se cache une haine, un ressentiment pas toujours conscient contre cette mère, ce père, ce grand frère, cet ami ou encore cet associé qui l'aurait injustement blessé de par le passé. Disons dès à présent que pour traiter une dépression, l'analyste doit amener l'analysant à reconnaître sa haine ancienne contre cet aimé qui lui assurait son amour sécurisant et qui le lui a retiré. Mais aussi sa haine contre lui-même, haine d'avoir été si crédule et de s'être laissé berner. Le dépressif s'en veut tellement à lui-même que je compléterai ma première définition de la dépression comme étant une pathologie de la désillusion en ajoutant maintenant la dépression est une pathologie de la désillusion, certes, mais elle est aussi une pathologie de la haine contre l'autre et de la haine contre soi. Revenons à la tristesse dépressive. À la différence de la tristesse ordinaire, normale, la tristesse dépressive est plus profonde et permanente, difficilement réductible et inhibitrice de toute action. C'est difficile de rire en même temps de parler. Moi, j'aime bien faire rire de temps en temps. Je me suis dit, comment je vais faire rire, moi, en parlant de la dépression et de la tristesse. Mais c'est bien en même temps, nous sommes dans un échange, dans une communauté des professionnels et de tous ceux qui s'intéressent à comprendre le fonctionnement de la vie psychique. Donc, il est inévitable que nous fassions un groupe, et que dans un groupe, il y ait aussi des moments de détente. Puisque je parle de la tristesse dépressive et de la tristesse normale, je vous rappelle qu'à la fin de mon exposé, je vais vous distribuer un tableau comparatif entre l'une et l'autre. Donc, je disais qu'à la différence de la tristesse ordinaire, la tristesse dépressive est plus profonde, permanente, difficilement réductible et inhibitrice de toute action. La tristesse normale réduit l'action, la tristesse dépressive empêche l'action. La tristesse dépressive n'a pas toujours des motifs repérables. On ne sait pas d'où elle vient. Et lorsqu'on lui suppose un motif, il est souvent insuffisant pour en expliquer l'origine. Le ressenti de cette tristesse, je veux dire, le vécu du déprimé, comment le déprimé vit sa tristesse, eh bien ce vécu peut aller de l'humeur morose au dégoût de soi et du dégoût de soi au désespoir profond. D'autres fois, la tristesse dépressive se dissimule sous le masque des divers malaises somatiques, notamment des maux de tête ou de dos, une somnolence anormale, ou encore sous le masque d'une boulimie ou d'autres comportements addictifs. C'est alors que nous parlons de dépression masquée. La dépression masquée, en général, c'est le nom qu'on donne à une dépression qui se manifeste par des troubles somatiques. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de savoir quand il s'agit d'une dépression, parce qu'il faudrait
aller chercher devant le patient qui s'est plaint des douleurs ou des sensations anormales dans le corps, aller chercher derrière cette manifestation si effectivement il y a eu un choc émotionnel et faire tout le travail que je proposais pour le travail de revenir sur sa névrose, revenir sur l'éventuel psychotraumatisme dans l'enfance, etc. Faire un travail pour ne pas se contenter simplement de dire que c'est une dépression masquée. Il faudrait la confirmer, cette dépression masquée. Venons au deuxième signe. Donc le premier, c'est la tristesse. Le deuxième signe. Le deuxième signe, c'est un obsédant et autodévalorisant repli sur soi. C'est le deuxième symptôme caractéristique de la dépression. Le dépressif ne cesse de ressasser les raisons de son malheur et de se dire qu'il est nul et qu'il a commis des erreurs irrémédiables qu'il ne se pardonne pas. Il s'éclose à l'intérieur de lui-même et développe un cruel sentiment d'autodévalorisation, de culpabilité injustifiée, et il développe aussi le besoin masochiste de jouir de sa culpabilité. Non seulement il se sent coupable, mais en plus, il savoure le goût amer de sa culpabilité. Cette jouissance de se délecter de la culpabilité est appelée par Freud masochisme moral. Le masochisme moral, c'est la jouissance de se sentir coupable. C'est la sexualisation d'une culpabilité qui tourmente, mais qui procure aussi le plaisir de se sentir tourmenté. Le troisième signe qui accompagne la tristesse et le repli sur soi obsédant, le troisième, c'est la perte du désir. Le déprimé ne s'intéresse à rien, délaisse son partenaire, ses enfants, ses amis ou encore son travail. C'est le moment où il déclare qu'il n'a plus envie de relations sociales, ni d'amour, ni de sexe. Il s'ennuie au point de ne plus ressentir le désir de vivre. Le désir est toujours là, mais le déprimé a perdu la faculté de le percevoir en lui. Donc, 3 symptômes majeurs. La tristesse anxieuse, irritable, permanente, difficilement réductible et d'origine inconnue. Premier symptôme majeur. 2. Le repli sur soi obsédant. 3. La perte du désir. Ces 3 symptômes majeurs sont, je dois vous dire que quand vous prenez la littérature sur la dépression, qui est immense, d'autres professionnels, d'autres psychiatres choisissent 3 autres. Moi, j'ai choisi ces 3 puisque ce sont les 3 symptômes que je trouve le plus fréquemment dans la clinique avec les patients déprimés que j'ai pu avoir à faire. Tristesse anxieuse, repli sur soi obsédant, perte du désir. Voyons rapidement les autres troubles. Je dis rapidement parce que je veux arriver à la psychanalyse. J'y suis tout le temps. Non, j'y suis tout le temps parce que on demande qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse, et M. Lacan, un de mes maîtres, avait écrit une phrase merveilleuse, je la confirme tous les jours: une psychanalyse est ce qu'on attend d'un psychanalyste. Donc, quand les patients me disent, mais
Docteur Nasio, ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est une psychothérapie? C'est une psychanalyse? C'est une psychanalyse. Mais vous ne m'allongez pas sur les divans. Hein. Peu importe. L'important, c'est que c'est moi qui est analyste. Et ça veut dire quoi que je suis analyste? Ça veut dire que je suis imprégné de la pensée analytique. Ça veut dire que j'ai été analysé moi-même. Ça veut dire que je fais partie de la communauté des analystes. Ça veut dire que c'est Freud, c'est les maîtres de la psychanalyse que je lis. Et surtout ça, que quand je les lis, ils m'éclairent sur mes patients. Et que quand je vois mes patients, je les retrouve dans le texte. C'est ça les psychanalystes. Donc, toute personne qui vient me voir fait une psychanalyse. Quelle que soit la manière technique d'aborder les problèmes. Donc, je reprends. Je continue avec les autres symptômes du syndrome dépressif. À part ces trois que je vous ai dit, nous avons la sensation d'une immense fatigue. Le déprimé dort beaucoup et pourtant il se réveille toujours fatigué. Un autre symptôme associé est le ralentissement global de tous les gestes quotidiens de la vie. Tout est lent et laborieux. Lenteur de la marche, lenteur de la pensée, lenteur de la parole, voix monocorde, atone et appauvrissement des expressions du visage. Bien sûr, je mets l'accent, j'exagère exprès pour me faire comprendre. Un autre signe encore concerne les troubles cognitifs qui se traduisent par une difficulté à se concentrer, une difficulté à se souvenir, trouble de la mémoire, à anticiper une situation, très important ça, anticiper une situation, à prendre une décision et même à échanger avec les autres dans les conversations les plus ordinaires. Les derniers symptômes qui complètent le syndrome dépressif type, particulièrement présent lorsque la pathologie est sévère, sont l'apparition des idées suicidaires, quelquefois fugaces ou au contraire très élaborées, avec la résolution de passer à l'acte, convaincu que sa famille serait soulagée s'il pouvait disparaître. Pour terminer notre énumération de 9 signes cliniques, nous avons 2 autres troubles de nature somatique, troubles de l'appétit, anorexie et boulimie, et troubles du sommeil, tels le réveil nocturne, le réveil matinal précoce ou l'endormissement difficile, toutes des insomnies hantées par des idées noires et torturantes. Voilà donc les 9 manifestations typiquement dépressives qu'un observateur attentif peut repérer, que ce soit le patient lui-même, le professionnel qui le reçoit ou l'un de ses proches. Si je devais inventorier ces 9 manifestations, sans oublier qu'elles ne sont pas toutes indispensables pour diagnostiquer une dépression, je dirais ceci. C'est une manière de résumer la liste de tous les symptômes. J'écris ça. Quand la tristesse anxieuse domine, quand le repli sur soi s'installe, quand on n'a plus envie de rien, que l'on se sent épuisé et ralenti, quand on a le sentiment d'avoir raté sa vie, que l'on a constamment des idées noires, que l'on se sent inutile et coupable de tout, quand on perd l'appétit et le sommeil, et surtout quand cet état dure depuis plusieurs semaines et que paradoxalement on en jouit, très important, il s'agit bel et bien d'une dépression. Devant le tableau clinique que je viens de vous exposer, vous avez eu peut-être l'impression d'une pathologie lourde, proche de la mélancolie, comme je viens de le dire à l'instant. C'est à dessein que j'ai forcé les traits de chaque symptôme
pour les rendre plus éloquents. Mais dans nos consultations, le syndrome dépressif prend habituellement des formes plus atténuées, d'autant que souvent les patients viennent déjà avec des prescriptions pharmacologiques des antidépresseurs. Or, avant de vous présenter le point de vue psychanalytique, je voudrais vous dire que nous pouvons condenser tous ces symptômes en une unique tendance chez les déprimés, celle de se renfermer en soi-même et de se auto-dévaloriser. Tous les symptômes dépressifs peuvent donc se ramener à ces mouvements d'invagination narcissique. Le déprimé est un être hautement narcissique. Attention, c'est compliqué l'histoire du narcissisme parce que nous allons la retrouver après. Il y a le narcissisme chez les déprimés et il y a le narcissisme exacerbé chez le névrosé futur déprimé. Je suis obligé. Le déprimé est un être hautement narcissique, non pas parce qu'il s'aime lui-même, mais parce qu'il se hait lui-même. Parce qu'il est constamment occupé par lui-même, pour se mortifier et se lamenter de l'échec de ses illusions. Notons que ce narcissisme corrosif du déprimé peut être considéré cependant positivement comme un narcissisme défensif et protecteur qui lui évite de sombrer dans le délire mélancolique. Disons-le clairement, le narcissisme négatif du déprimé, comme je l'ai appelé, a une fonction préventive. Il préserve l'unité du moi. Ceci est fondamental. Le moi du dépressif est certainement un moi crispé et gonflé de narcissisme, mais c'est un moi toujours entier, unifié, jamais cassé, jamais fragmenté, comme l'est le moi du mélancolique. La dépression, ce n'est pas une psychose. La mélancolie, c'est une psychose. Et même on peut dire que la dépression, c'est une défense contre la psychose. Venons maintenant au point de vue psychanalytique. Je vous rappelle l'hypothèse principale, selon laquelle l'état dépressif s'installe après un choc émotionnel ayant rompu l'équilibre instable d'une névrose. Avant tout, quel est le tableau clinique qui conduit le psychanalyste à penser que son patient risque de vivre l'épreuve douloureuse d'une décompensation névrotique et partant de sombrer dans une dépression? Nous avons 3 tableaux cliniques que tout analyste devrait connaître pour tenter d'éviter que son patient ne se déprime. Quand nous pressentons que la décompensation névrotique est en train de s'installer insensiblement, nous nous retrouvons, ça c'est le premier tableau clinique, nous nous retrouvons devant un analysant qui, tel un enfant capricieux, est enragé de ne pas avoir obtenu ce qu'il tenait pour une promesse de l'aimer. Une promesse de l'aimer du chef d'un proche. L'analysant se sent trompé et honteux de s'être laissé tromper. Il est dépité et se console en jurant de ne pas se consoler. Il ne veut pas être bien. L'analysant est alors insatisfait avec lui-même et avec les autres. Tout problème, aussi anodin soit-il, est immanquablement amplifié. Pour cet analysant,
rien n'est relatif, partiel, passager et résoluble. Tout est absolu, total, définitif et insoluble. L'analysant à ces moments se sent seul, inintéressant, aimé des personnes. Il est intolérant à la moindre frustration, susceptible, indécis et inhibé dans l'action. À quoi bon se dément-il et nous dément-il constamment? Il est aigri, désenchanté, convaincu que plus rien ne vaut la peine, y compris la cure analytique elle-même. Voilà le premier état clinique avant-coureur voilà l'état clinique avant-coureur d'un névrosé qui se glisse lentement et imperceptiblement dans la dépression. Donc, ça c'est une entrée lente dans la dépression. Ensuite, il y a une autre entrée dans la dépression, c'est une entrée violente, éclatante, du jour au lendemain, soudaine. Dans ce cas où la dépression éclate violemment, le signe le plus saillant qui la précède est, à n'en pas douter, le sentiment d'omnipuissance infantile qui s'empare du névrosé. Un sentiment et un comportement quasi maniaque qui n'exclut pas la crainte et la méfiance envers autrui. Dès lors, la plus petite contrariété, la plus petite épine de réalité crève le ballon maniaque et ouvre sur la dépression. Attention, nous ne sommes pas ici devant la maladie bipolaire où les accès maniaques alternent avec les accès dépressifs. Non. Ce dont je parle, c'est d'un analysant qui est dans un état qui est prédépressif, qui peut virer rapidement des situations de l'exaltation d'un névrosé ivre d'illusions qui s'expose à la moindre frustration et que donc il se décompense. Pour parler des maladies bipolaires, il faut des accès, des dépressions qui durent un certain temps, des périodes où il n'y a rien, normaux, et ensuite des périodes des accès dépressifs. Ce n'est pas du tout ce dont je parle là. Et puis nous avons un troisième tableau clinique, le plus sûr précurseur d'une dépression, celui marqué par une forte angoisse névrotique. Que ce soit, vous avez 4 angoisses que nous voyons souvent dans le cabinet, dans l'hôpital, dans les centres, dans les établissements de santé. L'angoisse de l'attaque panique dans la phobie, l'angoisse lancinante des crises invivables des rituels obsessionnels, l'angoisse dévorante qui dans l'hystérie prend la forme d'un corps embrasé de douleurs et noué de spasmes, ou encore l'angoisse hypochondriaque d'être frappé par une maladie contagieuse ou incurable. Ça, c'est le troisième tableau clinique, s'il vous plaît, c'est l'état d'angoisse. C'est-à-dire, ce sont des patients qui ont une angoisse maximale qui se transforme soudainement en tristesse. Voilà ce que je viens de l'écrire. Cette angoisse névrotique, quelle que soit sa variante, devient si insupportable que le patient n'en peut plus, a peur de la folie, très important, la peur de la folie. Le patient, à ces moments-là, vous dit « j'ai peur de devenir fou, j'ai peur d'être hospitalisé ». Il n'y a pas seulement l'angoisse, c'est l'angoisse aussi de la folie, pas de la mort ni de la maladie, de la folie.
ils se sont menacés, finissent par capituler et s'abandonnent à la dépression. Nous trouvons donc 3 situations cliniques pré-dépressives. L'abattement qui se transforme lentement en dépression, le gonflement du moi qui éclate subitement en dépression, et enfin l'angoisse maximale qui se retourne en tristesse dépressive. Venons à la théorie psychanalytique de l'origine de la dépression. Ces diverses situations cliniques pré-dépressives, ces 3, ne sont pas encore la dépression. Pour qu'une dépression s'installe, il faut 2 causes essentielles qui s'associent. Je ne sais pas si je pourrais vous dire toutes les 2 causes. Peut-être les causes sont 2. Peut-être ce soir je ne parlerai que d'une, parce qu'il faut du temps pour vous distribuer le tableau. Non? Qu'est-ce que vous avez dit? Non? Je continue. Laissez-moi, on va voir. Outre les causes biologiques et sociales, nous distinguons à l'intérieur des causes psychiques la cause externe de la dépression, tel ou tel événement extérieur qui la déclenche, et la cause interne de la dépression. Source première, à savoir, attention, la cause interne. La cause externe, c'est l'événement. On va voir quel type d'événement. La cause interne, c'est la vulnérabilité d'un sujet rêveur, vulnérabilité à toute perte, à toute séparation, à tout changement, ou même à la moindre contrariété, et ce, depuis l'enfance. Donc, nous avons donc des causes externes, déclenchantes et le plus souvent localisables, tel un événement douloureux, c'est le choc émotionnel dont nous avons parlé au début, et la cause interne, latente, difficilement localisable, comme peut l'être la fragilité d'une personne, à la fois défiante et crédule, intolérante à toute épreuve, qu'il s'agisse de privation ou de frustration. Vous m'avez suivi jusqu'à là? Assurément, les 2 types de causes de la dépression, externe et interne, déclenchante et latente, sont indissociables, puisque pour provoquer une dépression, il est nécessaire que, par exemple, une perte, supposons une perte, cause déclenchante, frappe une personne incapable de l'amortir, cause latente. Si la perte frappe une personne capable de l'amortir, il n'y a pas de dépression. Allons aux causes externes. Voyons donc quelles sont les causes externes les plus fréquentes déclenchantes d'une dépression. Je pense avant tout aux différents événements malheureux de l'existence. Quelquefois, la dépression est provoquée non pas par un événement dramatique, comme peut être la mort d'un être cher, provoquée non pas par un événement dramatique et brutal, mais par un événement moins tragique, comme peut l'être un vol par effraction, préjudice, qui s'ajoute comme une ultime goutte d'eau à une accumulation d'ennui. D'autres fois, la dépression peut être curieusement déclenchée par un événement insignifiant en soi, mais hautement signifiant pour le névrosé futur dépressif.
mais que ce soit un événement dramatique, un événement moins tragique qui s'ajoute à une série de problèmes, ou un événement insignifiant, attention, toutes ces causes externes, tous ces déclics sont vécus exagérément par le sujet futur dépressif comme la perte d'un objet d'amour, d'un être, d'une chose ou d'un idéal dont il dépendait totalement, sans même soupçonner qu'il en dépendait. Donc, tout événement malheureux, par exemple une perte, nous ne sommes pas des névrosés que nous allons nous déprimer, eh bien, on encaisse. Ça veut dire, on peut avoir un mouvement des douleurs, des difficultés, mais nous ne sombrons pas dans la dépression. Un autre va vivre cette perte comme une perte d'amour, comme la perte d'un amour, d'un objet vital, qui peut être un être, une personne, une chose, un idéal, je vais faire la liste tout à l'heure, dont il dépend totalement, sans même soupçonner qu'il dépend. Il vit cette perte d'amour comme un déchirement profond, mais aussi comme une injustice. Je reviendrai sur la manière dont le futur dépressif vit l'événement malheureux lorsque je vous parlerai plus en détail de la vulnérabilité du névrosé, c'est-à-dire de la cause latente de la dépression. Mais, pour le moment, voyons quels sont les différents événements malheureux vécus par le futur dépressif comme une perte d'amour déchirante et injuste. Quels sont ces objets d'amour les plus fréquents? Les objets d'amour vitaux injustement perdus les plus fréquents sont les suivants. La personne de l'être aimé que la mort m'enlève soudainement. Il ne pouvait ni ne devait mourir. Il est impensable qu'il ne soit plus là. Je m'en veux de ne pas avoir eu le courage de lui dire combien je l'aimais. Ensuite, nous avons un autre objet vital d'amour que pour le futur déprimé, il est impensable de perdre. C'est pas possible de perdre. On ne peut pas perdre. Ce n'est plus une personne, mais un sentiment. Le sentiment amoureux. L'amour même. L'amour que je croyais indéfectible. Et que celui avec qui j'ai partagé si longtemps ma vie m'a retiré lâchement en me quittant pour une autre ou pour un autre. Donc, une personne, un sentiment. Un troisième et vital objet d'amour est la santé, l'intégrité du corps. Je pense ici au névrosé hypocondriaque, excessivement préoccupé par sa santé et s'obsédant sur les moindres douleurs et sensations anormales de son corps. Cette névrosé hypocondriaque, c'est vraiment un candidat à la dépression. Un autre objet d'amour dont le vécu de la perte peut déclencher la dépression est la jeunesse. Mais oui, mesdames et messieurs, moi je suis ravi de mon âge. Et beaucoup parmi nous, hein. Mais le futur dépressif vit la perte de la jeunesse comme un drame terrible. Il y a un poète espagnol qui s'appelle Rubén Darío qui écrit ceci: jeunesse, divin trésor,
déjà tu pars pour ne jamais revenir. Et là, je me suis inspiré, j'écris « Et la jeunesse, divin trésor, qui ne peut pas s'en aller, et que je conserverai éternellement. Je ne veux pas qu'elle parte. » Il y a beaucoup de patients avec ces problèmes. Il faut être très sensible à cela, parce que c'est ça qui amène l'angoisse et éventuellement la dépression. Pour d'autres, ce sera la féminité, la grâce féminine que nulle marque du temps ne doit jamais dissiper. Et pour d'autres encore, ce sera la virilité qui ne peut pas faillir. Un autre objet vital d'amour, c'est la maison, ma vieille et belle maison, dans laquelle j'ai passé mes meilleures années et qui vient d'être forcée et souillée par le cambrioleur. Ou même, mon travail, c'est un objet d'amour vital dont je dépends. Mon travail, combien de fois j'ai entendu ça chez mes patients. Mon travail, docteur, auquel j'ai tout donné depuis tant d'années et dont on vient de me licencier sans aucune considération pour la personne. Ça aussi, on est au bord de la dépression. Et enfin, mon idéal, mon sublime idéal des jeunesses qui a mobilisé toute ma vie et qui est foulé aux pieds par la génération actuelle, comme les communistes, je pense. Oui, je pense à... Je tire ça d'un patient qui était communiste et qui a eu beaucoup de mal avec tout ce qui se passe actuellement. Dans tous ces cas, la perte d'une personne, la perte d'un sentiment, l'amour, la perte de la santé, de la jeunesse, de la féminité, de la virilité, d'un bien, d'un travail ou d'un idéal, dans tous ces cas, la perte sera vécue par le futur dépressif comme une perte inadmissible et imméritée, comme une perte qui le rend haineux, parce qu'elle est injuste, et le rend meurtri des douleurs, parce qu'elle touche au plus profond de son être. Chez les névrosés futurs dépressifs, l'injustice suscite la haine, le déchirement suscite la douleur. Les causes internes. Comment on fait, messieurs, dames, mesdames et messieurs? On garde les causes internes pour la prochaine fois. Mais attendez un instant. Je suis emballé. Mais dans les causes internes, alors je vous fais un résumé rapide pour les causes internes. Parce que je voudrais vous lire le texte de Les deux tristesses. Dans les causes internes, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire, c'est un sujet vulnérable, fragile. Il est fragile à quoi? Il est fragile à toute perte, tout changement, toute contrariété, toute séparation. Alors, cette vulnérabilité se divise en deux. Il y a deux choses, deux conditions de vulnérabilité. Un, il est vulnérable au manque, à tout ce qui manque, qui prend la forme d'une séparation, d'une perte, etc. Tout ce qui est perte, tout ce qui est manque, il est vulnérable au manque. Et
Et l'autre problème, c'est qu'il est vulnérable au manque d'un objet d'amour auquel ou avec lequel il avait une relation avant d'amour maladif. Donc, nous avons deux conditions subjectives de la vulnérabilité. Vulnérabilité au manque, et puis, en fait, la vulnérabilité, c'est parce qu'il était trop attaché, trop dépendant d'un objet d'amour. C'est-à-dire, mettons le travail. Il va être vulnérable à un licenciement, mais il va être vulnérable au licenciement et il aura une dépression parce que ce travail était tout pour lui. Il avait une relation maladive. Alors, c'est ça pourquoi il est long. Ça, parce que jusqu'à là, c'est facile, c'est 10 minutes ça. Par contre, ce que je vais ajouter, c'est plus compliqué. C'est très intéressant. C'est que l'amour maladif, je me concentre sur une des conditions de la vulnérabilité. L'amour maladif. Je disais l'amour maladif, c'est parce que j'ai une dépendance totale avec l'autre. D'accord. Mais ça veut dire quoi, une dépendance totale avec l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire que le travail, c'est tout pour moi? Le travail, c'est tout pour moi parce que ce travail me fait sentir bien avec moi-même. Parce que ce travail, indépendamment des hauts et des bas, où je ne suis pas content, où je me fâche, peu importe, au fond, ce travail que j'exerce depuis tant d'années, mettons depuis 30 ans, eh bien, ce travail me fait sentir moi. Et sentir moi, c'est plus que ça. C'est pour ça que c'est difficile à dire. Ce travail maintient mon narcissisme exacerbé. Quel narcissisme? Le narcissisme de m'aimer moi-même? Non, pas seulement. Le narcissisme d'aimer celui que je rêve d'être. C'est pour ça que je dis que le futur dépressif a une relation de dépendance maladive avec un objet d'amour qui lui permet de s'aimer lui-même dans un hyper-idéal du moi. C'est un narcissisme exacerbé. Il ne se rend pas compte. Mais tant que je vais à mon travail, je me sens moins employé de Air France. Je travaille à Air France depuis 30 ans, 40 ans. Et quand je vais voir mes amis, c'est... Et alors, je suis toujours au bureau d'Air France. C'est-à-dire, ça me donne une force intérieure. Même s'il y a des problèmes, même si je suis en difficulté, même si ça me conduit de faire une grève, peu importe. Il y a une identité. Et cette identité, c'est une identité, c'est ça la clé que je veux vous faire entendre la prochaine fois. C'est le narcissisme exacerbé de l'amour pour un hyper-idéal du moi. Et la prochaine fois, on va distinguer le moi idéal de l'idéal du moi. Il y a 3 catégories. Moi idéal, idéal du moi, hyper-idéal du moi. Donc, je termine sur cette deuxième condition subjective de la vulnérabilité. C'est que la différence entre un névrosé vulnérable
qui va se déprimer, et un névrosé qui, comme nous tous, nous sommes tous un peu névrosés. Mais nous ne sommes pas tous prêts à une dépression. Nous n'avons pas tous un état fragile dans lequel nous pouvons nous décompenser. Mais c'est lui, je voudrais bien faire comprendre ça, c'est je maintiens ma névrose tant que c'est lui qui me nourrit, alimente en moi mon idéal du moi. Si c'est là, si ce travail n'est plus là, je me déprime, je meurs. L'autre personne, plus ou moins normale, je suis à la France depuis 30 ans, on me met à la porte, je suis licencié, je vais être mal, je n'aurai pas de travail, mais je ne me déprime pas. Pas tout le monde qui est licencié est déprimé. Mais c'est un problème aussi pour tout ce qu'on appelle le burn-out. Donc, le burn-out, pour moi, et ça, à nouveau, c'est les patients que je reçois qui viennent me dire j'ai un burn-out, qui d'ailleurs, c'est exactement comme l'espasmophilie, la dépression, sont tous des termes journalistiques, c'est les journalistes. Donc, j'ai un burn-out. C'est pas que vous avez un burn-out. C'est pas que vous êtes déprimé parce que vous avez consommé toute votre énergie dans le travail. C'est pas le travail qui vous a fait ça. C'est votre fragilité, votre névrose. Pas tout le monde se déprime. Ça, c'est un problème difficile à considérer, comme par exemple, il y a eu tous ces problèmes, ces séries de suicides dans une entreprise en France, vous étiez au courant, et il y a eu une série, et immédiatement, naturellement, tout le monde va se pencher sur les conditions du travail. Je le comprends, je l'appuie, mais en même temps, le professionnel que je suis, je me dis, ça, les gens qui se sont suicidés, c'était des gens déjà très fragiles. Et ce n'était pas fragile parce qu'il y a le travail, ils étaient fragiles même avant le travail. Le travail n'est venu qu'à faire le déclic d'une décompensation grave conduisant au suicide. Donc, au début, je vous ai dit, je termine sur ça et on passe au texte. Au début, je vous ai dit, il y a 3 termes. Avant, choc émotionnel, après. Avant, c'est l'illusion. Le sujet est candide. Il est rêveur. Il est crédule. Il dépend énormément d'un objet d'amour. Il ne se rend pas compte combien il en dépend. C'est une relation maladive. C'est sujet à cette relation trop forte avec l'autre d'amour. Et en même temps, il est très intolérant au changement. Choc émotionnel, c'est le licenciement. À ces moments-là, il était compensé. Tant qu'il y avait le travail, ça tenait. Vous lui retirez la béquille et il tombe. La béquille, c'est le travail. Je le licencie. Vous le licenciez et alors il tombe en dépression. Voilà la logique que je vous propose du point de vue analytique. Je vais la reprendre, si vous me permettez, mardi en mars maintenant. Mais je vais revenir sur ça. Nous allons pouvoir travailler, on verra comment on va organiser la séance du mois de mars. Mais je voudrais, s'il vous plaît, on peut distribuer le schéma avant qu'on ne finisse.
On le distribue très vite, s'il vous plaît. Voilà, merci. Dès que vous avez 2 ou 3, vous les passez à... S'il vous plaît, bon, tout le monde a, qui ne l'a pas, s'il vous plaît. C'est bon maintenant? Il en manque. Nous avons un tableau. Il en manque. Il en manque. C'est parce qu'il y a des personnes qui doivent partir. Il y a un problème des trains et autres. Donc je voudrais aller vite. Vous allez... C'est un tableau comparatif entre une personne normalement triste et une personne déprimée. Vous avez la colonne à gauche, cherchez la page 1 en haut. Personne normalement triste. La tristesse, c'est une tristesse passagère, non envahissante et supportable devant un événement malheureux. La tristesse de la personne déprimée est une tristesse anxieuse, envahissante, insupportable, permanente et difficilement réductible. Elle est souvent mêlée à la haine, ce qui la rend acrimonieuse. Origine de la tristesse normale à gauche. La personne triste sait pourquoi elle est triste. Et si la cause a été par exemple la perte d'un être aimé, elle sait combien cet être lui était vital. Et elle sait aussi combien elle était vitale pour lui. Dans l'origine de la tristesse dépressive, la personne déprimée ne sait pas pourquoi elle est déprimée. Si par exemple elle a été victime d'une trahison amoureuse, elle n'arrive pas à comprendre que le véritable motif de sa tristesse, attention, ce n'est pas la perte de l'amour, c'est pas si simple. C'est la perte de l'illusion de se sentir indéfectiblement aimé. Vous vous rappelez, c'est pas que je perds quelque chose. Je perds ce que ce quelque chose faisait au moi, qui me donnait la force de m'aimer moi-même. Tout est là. C'est pas que je perds Marie. C'est que je perds, c'est ce que Marie suscitait en moi. Elle me rendait fier de moi-même, même si par moments je ne l'étais pas. Peu importe. Elle me rendait bien avec moi-même. Deuil normal à gauche. Dans le cas de la perte d'un être cher, l'endeuillé accepte peu à peu de vivre avec la douleur de l'absence et apprend à aimer le disparu autrement que lorsqu'il était vivant. Sa capacité d'aimer restant intacte, l'endeuillé normal saura, grâce au travail de deuil, aimer d'autres objets d'amour aussi précieux que l'objet disparu.
Un deuil normal dure en moyenne 2 ans. Je préfère mettre ces chiffres, en général on ne les met pas, mais je préfère, bien sûr, si c'est la mort d'un enfant, le deuil est interminable. On meurt avec ce deuil. Deuil chez les déprimés. Dans le cas d'une dépression provoquée par la perte d'un être cher, par exemple, le déprimé ne tolère pas l'absence de son aimé. Il ne peut pas vivre, c'est le cas des petites vieilles dames qui ont vécu 50 ans ou 60 ans avec son compagnon qui est mort, et là, je l'ai vu souvent, et là, 99, elle ne peut pas vivre, 89, elle ne peut pas vivre avec la douleur de l'absence et persiste à aimer l'être disparu comme s'il était toujours là. Il y a des hallucinations. Cependant, la réalité de la perte étant incontournable, l'endeuillé dépressif reste inconsolable sans vouloir remplacer son aimé disparu. Ce deuil pathologique peut durer toute une vie. À gauche, ressentir la vie en soi. Malgré le malheur qui l'accable, la personne triste conserve intacte la faculté de sentir la vibration intérieure de son désir de vivre. À droite, la personne déprimée. Le déprimé ne ressent plus en lui le désir de vivre. La flamme du désir s'est éteinte, ou bien le désir demeure vivant, mais la faculté de le sentir en soi est anesthésiée. Tournons. Personne normalement triste. Relation avec les autres. La personne triste ne s'écoute pas des autres. Sa capacité d'aimer et d'être aimé reste intacte. L'échange avec le monde extérieur demeure actif et ouvert. Elle sait demander et recevoir de l'aide. Le proche ou l'ami est un soutien qui lui permet de mieux supporter sa tristesse. Mais vous verrez qu'avec la personne déprimée à droite, elle s'isole et s'éloigne des autres, même de son couple et de sa famille. L'échange avec le monde extérieur est passif et ralenti, mais reste cependant ouvert. Le déprimé peut même être sadique avec la personne qui vit avec lui, et quand il est aidé, il pense que l'aide ne sert à rien. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui sont les accompagnateurs des patients déprimés. Parfois, ce n'est pas de la dépression d'un épisode, ce sont des dépressions récurrentes qui durent trop longtemps et parfois s'installent dans la dépression. Et malgré les traitements, malgré parfois les antidépresseurs, parfois aussi les neuroleptiques et même parfois les électrochocs, eh bien, la personne qui l'accompagne souffre beaucoup, s'épuise d'être à côté, l'accompagnateur, d'être à côté de ce patient, où il la traite mal, et constamment l'appelant. C'est invivable pour la personne qui accompagne un déprimé chronique. Narcissisme. Alors voilà le narcissisme, c'est la partie de ces papiers à laquelle je tiens le plus. À gauche, narcissisme. La personne triste se replie sur elle-même pour mieux supporter sa douleur quand elle est triste. Le narcissisme, c'est-à-dire le retour sur soi, est un narcissisme défensif et réparateur. Le narcissisme à droite, alors là voilà. La personne déprimée se replie sur elle-même, non seulement pour mieux supporter sa douleur, s'isoler, fuir toutes les sollicitations extérieures, mais aussi pour se complaire dans la rumination négative de son passé, se faire des reproches et se déprécier. Cependant, en se repliant sur elle-même, elle consolide l'unité de son moi et se préserve d'une possible fracture psychotique. Le narcissisme du déprimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un narcissisme négatif, bien que préventif contre la psychose. Mais alors voilà ce que je voulais dire, attention, c'est les 4 lignes qui suivent
Ne confondons pas ici ce narcissisme négatif dans lequel le déprimé se hait avec le narcissisme exacerbé dans lequel je vous ai parlé, dans lequel le névrosé futur dépressif s'hyperidéalise. Donc, narcissisme chez les déprimés, c'est un narcissisme négatif. Narcissisme chez les futurs déprimés, c'est celui-là que le travail, Marie, peu importe, me met moi-même de manière super idéale. C'est un narcissisme exacerbé de moi-même. Il y a deux narcissismes. Le narcissisme du déprimé, c'est un narcissisme négatif, le déprimé se hait. Le narcissisme de la personne, les névrosés futurs dépressifs, c'est un narcissisme exacerbé de soi-même, idéalisé et alimenté par celui que j'aime. Je termine. À gauche, l'estime de soi reste intacte pour la personne normalement triste. Pour la personne déprimée, l'hyperestime de soi du futur déprimé s'est transformée en haine de soi. Donc, il a perdu l'estime de soi. Il y a une hyperestime de soi de la névrose, se transforme en une perte de l'estime de soi dans la dépression. La relation au temps, la personne triste a toujours la capacité de relativiser sa souffrance, de la situer comme un moment malheureux de sa vie et garder l'espoir d'un avenir plus clément. Ça, c'est la personne normalement triste. La personne déprimée, la relation au temps, la personne déprimée est si absorbée par sa douleur que toute sa vie se réduit au seul instant présent. Le présent est figé, le déprimé ne peut pas se projeter dans l'avenir et le passé n'est pour lui que l'occasion d'une rumination haineuse contre soi-même, tandis que le futur a disparu. Voilà, c'est l'heure, un peu plus de 11 heures. Alors je vous propose... Merci. Je vous propose donc mardi 27 mars, je crois, 27 mars, et là je vais reprendre la deuxième partie, c'est-à-dire ce que j'ai dit de la vulnérabilité. Je vais proposer une dernière définition de la dépression et nous allons voir ensemble les films avec le docteur Gérard. Et la troisième, ça serait le traitement. Donc, je vous souhaite un bon Noël et bonne fin d'année.